droite à la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. À l'image de quelques militants de la France insoumise, visiblement, eh bien, Jean-Luc Mélenchon commence à, je vais dire pas agacer, mais en tout cas interpeller. C'est parti. Prends le pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Cher Jean-Luc, alors ce que tu vois, là sur la table, c'est mes chaussons de naissance, Jean-Luc. En fait, dès le premier jour de mon existence, ma mère m'a fait baigner dans le bleu-blanc-rouge. C'était la fierté familiale, une famille patriote et républicaine de gauche. Dès 3 ans, j'ai découvert la lecture avec l'Hebdo des socialistes, dont les nombreux numéros de ma mère s'entassaient dans la bibliothèque, et elle avait même commencé, elle, à tracter donc en mai 68, et elle avait milité pour Mitterrand en 80. Donc c'est vraiment une affaire familiale, Jean-Luc, la politique. En 2008, au moment même où toi tu as quitté le PS, moi j'y ai adhéré, croyant que donc ce parti historique était la meilleure voie du progressisme. Et tout comme toi, j'ai eu ma claque et je suis vite parti. J'ai finalement fait ta rencontre durant la campagne de 2012. Hollande ne m'inspirait guère confiance à l'époque. Et au premier tour de l'élection présidentielle, j'ai fait 2h30 de queue à l'ambassade de France au Liban pour glisser un bulletin de vote à ton nom. Je peux dire que n'a pas été nombreux. Je te dis pas ça pour larmoyer, évidemment, mais je veux simplement t'indiquer que tu m'avais convaincu. Évidemment, tu parlais un peu fort à l'époque. Évidemment, il t'est arrivé de déraper. Évidemment, tu jouais la transgression donc avec les médias. Mais j'avais décelé en toi un homme brillant, déjà, convaincu par les enjeux de notre temps. Tu défendais déjà l'écologie, le numérique, mais surtout le rôle de la mer dans notre avenir économique. Et ça, c'était important pour moi. Mais j'ai jamais voulu m'engager au parti de gauche parce que j'étais pas prêt pour une nouvelle aventure politique. Et puis, j'étais écœuré, comme beaucoup de gens, par Flamby et ses allers-retours en moto. Et donc, j'ai boycotté chaque scrutin depuis 2012. En 2016, après 2 années de traumatisme national, les attentats, l'état d'urgence, les valses incessantes à Matignon, la moitié de l'Europe qui a subi un rebasculement politique en raison de l'extrême droite, l'élection de Trump, tu es arrivé avec un projet, une équipe plus jeune, des quadragénaires, et l'intention de consulter les citoyens, le désir de réécrire un avenir en commun, d'où le nom du programme. Et surtout, tu as compris qu'il fallait sortir de la logique des partis. Sans quoi, on ne pouvait pas remobiliser tous ces citoyens qui avaient été lassés par ces 5 années de trahison. Et donc est née la France insoumise, avec des thèmes politiques pour le programme du mouvement qui avait un cran d'avance, vraiment. Ensuite, dans l'organisation, tu avais retenu les échecs de 2012. Et ça permettait d'avancer. Et tu sais, Jean-Luc, moi, ce qui m'a convaincu, malgré toutes les limites de ta candidature, notamment de ta personnalité clivante, c'est que tu voulais aller chercher les abstentionnistes. Et ça me bottait. Donc je suis parti. J'ai pris le train en marche. Attention, pas de jeu de mots. J'ai pris le train en marche en octobre. J'ai rédigé des contributions pour le programme de l'avenir en commun. J'ai monté une task force sur les réseaux sociaux. On a lutté contre les intox du Front National et d'En Marche. On a créé une chaîne YouTube géopolitique insoumise, un organe des décodeurs insoumis pour aller entrer en concurrence avec les décodeurs du monde à l'époque et décrypter les médias. Et après, évidemment, il y avait le travail sur le terrain comme sur le net pour tenter de convaincre. Et ça a été dur. Je te dis pas tout ça pour avoir une médaille, évidemment. Je fais ça parce que, pour décrire, j'ai fait mon boulot de militant et on a été de nombreux autres pour une victoire collective. Collective. Mais à la fin de la campagne, les failles ont commencé à s'ouvrir dans la mélodie insoumise. Ton image a commencé à se craqueler. D'abord, durant la campagne législative, on t'a vu craquer plusieurs fois comme si ce masque que personne n'avait décelé ou qui était censé avoir disparu, tombait à nouveau. Évidemment, t'étais fatigué, Jean-Luc. On l'était tous. On était un peu sur les nerfs. Mais comme dirait Valls, quand même. Quand même. Lors de la convention des législatives, tu as publiquement pété les plombs sur l'équipe technique. J'étais là. Il y avait l'histoire avec le drone, t'as pété un plomb, t'as jeté des trucs violemment et t'as insulté le gars. J'étais là, Jean-Luc. Donc tu pourras pas dire « Ah non, il fait de la diffamation ». Dans l'après-midi, un membre de la task force sur Internet qui travaillait avec moi me dit « On a un problème. Le compte Facebook de Jean-Luc Mélenchon a été piraté. Va vite prévenir tout le monde. Je vais au national. Je trouve le community manager. Finalement, le community manager est pas là. Je trouve quelqu'un de l'équipe de communication qui me dit « Oh non, ça doit être Jean-Luc. » C'est Jean-Luc. Bah oui, il y a le meeting juste après, il est un peu nerveux, faut qu'il fasse ses nerfs. Je fais « Mais vous êtes fous, quoi. On est en pleine campagne législative. Sérieusement, voilà. Voilà ce que tu as été, Jean-Luc, à ce moment-là. Quelqu'un qui a eu besoin de passer ses nerfs et dégommer des gens sur Facebook avant de faire ton dernier meeting de campagne.
ça a même pas été une déception en fait pour moi, parce que je savais au final que bon, tu avais tes fragilités comme tous. Mais je me suis dit quand même, quand tu es à la tête d'un mouvement de 500 000 personnes, est-ce que tu peux prendre le risque de telles instabilités ou te dire à un moment donné, je suis fatigué, je passe la main? J'ai mis de côté toutes les fausses notes qui ont suivi les 3 mois suivants, de toi comme les autres, porte-parole. J'ai pris sur moi quand tu as dit des inepties telles que le voile, c'est la soumission de la femme, ou que tu bottes en touche sur les tragédies des jeunes victimes de violences policières, ou encore quand Alexis Corbière a dit qu'il pouvait assister à des réunions non mixtes une fois qu'il serait bronzé. LOL. C'est qui les mecs qui vous préparent sérieusement pour aller sur les plateaux? Ça, vraiment, je me suis posé la question, parce que on a des militants brillants, docteurs en sociologie, qui sont sur le terrain, et vous n'avez pas été foutus de les trouver pour leur demander de faire des fiches sur, par exemple, ce qu'on appelle le néoracisme social, par exemple, ou les mouvements d'empowerment féminin qu'il y a dans le monde musulman. Après une si belle campagne, j'ai joué le pragmatisme. Car notre travail, pendant 1 an, a tous dépassé largement ces dérapages qui se multipliaient et nous rappelaient finalement un peu l'idéologie poussiéreuse et je dirais même crayonneuse, parce qu'elle est blanche, du Parti communiste. Mais bon, pragmatisme, c'est le mouvement qui compte. Je sais que tu étais fatigué après ces campagnes. Tu as 66 ans, Jean-Luc. C'est le même âge que ma mère. Donc je te connais mieux que tu l'imagines, j'ai la même à la maison. Mais non, dans la vraie vie, pas un leader comme ça ne peut vriller, comme tu l'as fait avec ton compte Facebook. Je dis bien on, Jean-Luc. On, nous, parce que juste après ton élection à Marseille, tu semblais avoir oublié qui t'avait porté au score de 19,6% au présidentiel. Alors comme ça, tu cartonnes dans les quartiers populaires. Vous raflez même des circonscriptions en Seine-Saint-Denis. Bravo, camarades. C'est bien. Mais quelle suite dans ces quartiers populaires? En fait, rien du tout. Rien du tout, c'est l'indigence. En m'installant là récemment en Seine-Saint-Denis, je découvre des groupes de militants courageux mais démunis, en petit nombre. Pas d'aide juridique, pas d'aide pour trouver des locaux, des sommes minuscules. Alors un truc très très drôle quand même, je sais pas si t'es au courant Jean-Luc, mais je vais te le dire. Il y a un budget de 30 € pour chaque groupe pour acheter des tracts au national. Et une fois que ce budget de 30 € est dépassé, les militants doivent acheter les tracts, qu'après bénévolement ils doivent aller couler. Eh ben les militants, j'ai envie de dire Jean-Luc, c'est énorme. Surtout que dans le même temps, on reçoit des mails nous disant il faut faire des dons, il faut faire des dons, on a besoin pour la France insoumise. Et qui paye l'essence des voitures dans tout ça? Quand on fait le collage, personne. Ça vaut le coup de faire la chasse aux patrons voyous publiquement et dans le même temps utiliser les militants comme des poulets. Ah pardon, j'ai dit une bêtise. C'est vrai que certains militants s'en sortent bien. On les trouve partout d'ailleurs sur le territoire français et ces petits-enfants chéris sont un peu plus choyés par le national. Ils sont encartés au parti de gauche. Ton parti, mon cher Jean-Luc, depuis cet été, ils ont obtenu un local par-ci, un budget par-là. Si. Je peux te donner des noms si tu veux, mais tu les connais aussi, donc ça sert à rien. Disons-le bien aujourd'hui, Jean-Luc, vous avez fait fort. En 2 conventions, le parti de gauche a fait une OPA, en douceur, mais un coup d'État au final sur la France insoumise, en termes administratifs et surtout d'organisation politique. Dans la pseudo-assemblée représentative qui a été donc désignée, 40% des postes ont été réservés à des membres du parti de gauche. Sérieusement ? Prends-moi pour un poney, Jean-Luc. Le national n'a jamais envisagé un mouvement hétérarchique, c'est-à-dire horizontal. Tout ce que vous avez voulu, c'était un mouvement hiérarchique. La dernière chose qui me fait arriver là devant ce micro, Jean-Luc, c'est l'affaire Mariam. Là, c'est plus possible. C'est plus possible, Jean-Luc. T'as un électorat et par électoraliste, tu te dis ceux qui votent printemps républicain, on va les perdre. Donc du coup, il faut que je me tienne un peu à distance. Il faut que je mette un petit coup de pression de temps en temps sur les questions religieuses. Ou surtout, je me tais quand il y a l'affaire des Chibani. Parce qu'évidemment, on aide les syndicats, on lutte pour les travailleurs, mais les Chibani, ça pose un petit problème. Donc, on met de côté tout ça. Et puis là, Mariam Pouchtou, tu débarques et tu dis, voilà, on est dans la société civile, mais ça la fout mal en fait. Parce qu'elle a un signe religieux, donc du coup, elle peut pas occuper une fonction civile. Mais donc du coup, ça veut dire quoi ça, Jean-Luc? Ça veut dire qu'une avocate qui a une fonction civile, si elle porte un foulard, elle peut pas exercer non plus. On va jusqu'où là? C'est quoi ton truc? Tu veux flirter avec les idées du Front National pour t'assurer justement ce vote du printemps républicain? Moi, je vais te dire un truc, Jean-Luc. Moi, je suis petit-fils et arrière-petit-neveu de Juste. Mon arrière-grand-père, maire communiste dans les années 30, il a vu la xénophobie monter. Moi, je peux pas supporter tout ça. Parce que c'est pas dans ma vision. Et je te rappelle qu'on a tous un petit truc qui est là. Tu le vois ça? Ça, tu l'as bien montré à tout le monde pendant la campagne. Tu as fait un bon gros travail de business dessus. C'était l'héritage de la journée de 8 heures, qui ensuite
a été l'héritage à la suite des camps de concentration de la lutte contre les valeurs de l'extrême droite. Mais moi, j'ai plus envie de le porter. Voilà. Donc déjà ça, je vais l'enlever. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, je garde mes petits chaussons, hein. Je reste patriote Jean-Luc quand même. Et puis ça, je vais l'enlever aussi. Voilà, j'en ai marre. Donc Jean-Luc, je quitte la France Insoumise. J'ai distribué mes derniers tracts ce matin sur le marché à Drancy. Et ça a été dur de quitter mon petit groupe, mes amis militants. On continuera à boire des cafés, etc. Mais tu sais, eux aussi, ils en ont leur claque. Et on va tous finir par te lâcher et tu vas te retrouver tout seul. Et c'est dommage parce que tu étais à 2 doigts d'entrer dans l'histoire avec ce que tu avais réussi à faire en 2017. Et là, tu vas te prendre la claque, tu vas te prendre la porte au nez. Et c'est malheureux. J'en profite pour te dire une dernière chose, c'est que tu as été tellement bon avec tout ce que vous avez fait au national depuis 1 an, j'arrête la politique. Je retourne dans la société civile et on se retrouvera, mais cette fois-ci, on sera l'un en face de l'autre. À bientôt, Jean-Luc. Voilà pour cette lettre de Damien Charles.